Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver ce soir. Comme tous les mercredis soirs, Dare Woman organise un Insta Live, un Dare Chat où nous accueillons des personnalités inspirantes, audacieuses, positives surtout. Et je vais avoir le grand plaisir d'accueillir Faustine Bollert qui va me rejoindre dans quelques instants. Mais en attendant que tout le monde arrive et s'installe tranquillement, je vais vous dire brièvement, vous expliquer ce que c'est que Dare Woman. Donc c'est une association qui encourage les femmes à avoir plus d'audace, à oser davantage, à s'affirmer davantage. Alors pourquoi plus d'audace? Tout simplement parce que c'est un levier phénoménal et c'est prouvé par les études d'accomplissement de soi et surtout d'épanouissement de soi à la fois personnel et professionnel. Alors à qui s'adresse Dare Woman? Alors d'une part aux femmes qui ont l'impression de ne pas être assez audacieuses, de ne pas oser davantage, qui veulent développer cette compétence parce que bonne nouvelle, oui, l'audace, ce n'est pas inné, ça s'apprend, il y a des techniques, il y a des rencontres inspirantes qui aident à développer davantage son audace. Et d'autre part, Dare Woman s'adresse évidemment à des femmes qui se sentent déjà audacieuses et qui surtout, elles, ont envie de transmettre leur expérience, d'accompagner les femmes, d'autres femmes sur la voie de l'audace. Parce que chez Dare Woman, on croit beaucoup en la solidarité entre femmes, mais aussi en l'inspiration. Et ça aussi, c'est prouvé par les études, avoir des personnalités inspirantes, développer des outils, ça va permettre en effet d'acquérir une meilleure confiance en soi. Alors, messieurs, j'ai beaucoup parlé des femmes, vous êtes les bienvenus chez Dare Woman parce que, comme le rappelle la fondatrice Frédérique Picard-Le-Bihan, dans Woman, il y a Men. Donc, nous comptons sur vous, venez nous rejoindre. Et puis, c'est ensemble que nous ferons évoluer la société. Mais là, en l'occurrence, c'est une femme que j'accueille très bientôt, une archéologue de la nature humaine. Donc, Faustine, c'est le visage de France 2, vous la connaissez tous. Elle est particulièrement connue pour son ton extrêmement empathique et surtout très pétillant. Mais vous allez voir dans ce Dare Chat qu'elle a été vraiment là où on ne l'attendait pas forcément. Elle a infiltré, par exemple, l'émission Love Story 2. Je l'ai appris en préparant ce chat. Et donc, elle a été chroniqueuse dans de nombreuses émissions comme celle de Michel Drucker, entre autres. Donc, nous sommes en attente. Voilà, ça marche. Hello, alléluia. Je suis pas très technique. Non, tu rigoles en fait, mais ça me fait penser j'ai animé une émission comme ça en live pendant tout le confinement. Oui. Et je pense que j'ai passé mes journées à faire ce que tu viens de faire, c'est-à-dire, peux-tu renvoyer une demande? Mais ça ne marche pas. Donc, j'ai souri et en permanence, je voyais des gens qui disaient, mais je suis là, Faustine. Donc, je t'ai envoyé, je suis là. Mais ça y est, on y est, on est. J'ai rien vu. Bon, alors, on se tutoie parce que tu as eu la gentillesse de m'inviter plusieurs fois pour sensibiliser les gens à la sclérose en plaques. Mais aujourd'hui, voilà, tu passes de l'autre côté. Là, tu vas répondre à mes questions, à celles c'est pas ce que je préfère. Hein. Et tu vas voir que ça va être comme tu le fais avec tes invités, ça va être bienveillant, positif, dans la bonne humeur. Donc, je pense qu'on va passer un excellent moment. Alors, je te fais parfaitement confiance. Oui, j'imagine. Mais tu as suivi des études de journaliste, mais entre Love Story 2, ça commence aujourd'hui, il y a un précipice. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer... presque 20 ans, en fait. Ouais. Ah, mais on évolue dans la vie. C'est beau d'ailleurs. Mais c'est vrai que tu vas là où on t'attend pas forcément. Donc, comment tu peux nous raconter cette expérience? Alors déjà, en effet, mon parcours, quand tu dis ça de Love Story 2, il faut donner un peu une explication parce que je n'ai pas participé à Love Story. Il s'avère que moi, je voulais faire de la télé depuis que j'étais toute jeune. C'est-à-dire à 15 ans, tu m'aurais demandé qu'est-ce que tu veux faire. Je savais que je voulais faire de la télévision et encore plus, je savais que je voulais faire du témoignage.
C'était vraiment Ah quelque oui. chose qui me tenait vraiment à cœur. Ouais, Mais pour ça, le problème, c'est que je n'avais aucun contact dans la télé. Je connaissais en absolument effet. personne. Donc, je ne savais absolument pas comment pénétrer ce milieu qui est si compliqué et qui me paraissait si lointain. Et il Ouais, s'avère que j'ai eu une idée vraiment toute seule. Je me suis dit, bon, bah, pour aller à la rencontre de toutes les personnalités de la télé, que ce ouais. soit les producteurs, les animateurs, tout ça, il faut que je rentre dans un canard télé en tant que D'accord. journaliste. Et du coup, grâce à mes contacts, en fait, je vais être amenée à interviewer, à rencontrer tous les gens qui font le métier que j'ai envie de faire. Donc, c'était très calculé. Donc, j'ai eu la chance de D'accord. rentrer à Télé 7 jours. Et puisqu'on parle d'audace, en effet, j'ai pu me faire remarquer à l'époque, je ne sais pas si c'est Oui. vraiment dans le bon sens, mais il s'avère que j'avais 20 ans, il y avait la télé-réalité qui débarquait Ouais. et personne ne voulait vraiment le couvrir parce que tous les journalistes voyaient arriver ça d'un C'est très pas la mauvais vraie œil. télé, c'est pas. Ouais, J'imagine qu'il y avait c'était beaucoup très de malvenu. critiques. Et donc moi je couvrais la Star Academy, Ouais. puis moi j'avais pas de famille, j'avais pas d'enfants et tout, donc le week-end c'était moi qui allait sur tous les plateaux télé puisque ça gonflait un peu tout le monde. Ouais. Et à l'époque on m'avait demandé d'infiltrer le casting de Love Story 2 et de raconter en fait dans les pages cachées, j'étais la journaliste cachée, Oui. comment ça se passait. Et il s'avère que en effet comme je dénonçais quand même pas mal de choses, puisqu'on parle d'audace, en effet mon article avait un peu fait mouche, on en avait beaucoup parlé à l'époque. J'imagine. Voilà, ça avait fait un petit buzz, on va dire, dans le microcosme de la télé. D'accord. Et Ouais. Donc, après, bah, en fait, audacieuse dès tes 20 ans. il faut, en fait, surtout. Je crois T'as que c'est un raison. métier de Oui. vocation, Mm. c'est un métier de passion. Et l'audace, c'est, pour moi, je trouve qu'il faut une audace. Pour faire ce métier, l'audace, c'est le fait de. On vous renvoie par la porte, il faut revenir par la fenêtre. Mais il D'accord. faut T'as être raison. Ouais. marathonienne, en fait. Mm. Moi, tout le monde me dit, oh là là, c'est aller vite pour toi, mais pas du tout en fait. Moi, j'ai commencé la télévision, j'avais 18 ans et j'ai vraiment trouvé, enfin voilà, il m'a fallu 15, 20 ans pour gravir tous les échelons, pour me faire virer, revenir, avoir des échecs, revenir quand même. Mais mon audace à moi, ça a été de toujours y croire. Et après, il y a un petit peu de magie là-dedans, même s'il faut savoir la provoquer. Ouais. Moi, je pense qu'après, tu dis mon audace à moi, mais je pense que c'est quelque chose de récurrent dans l'audace Ouais. et c'est très intéressant pour tous ceux qui nous regardent parce qu'en effet, voilà l'expérience Le Monde, accrochez-vous et croyez Voilà. en vos rêves parce que tu as Et cru oui, en ton rêve et tu t'es battu pour y arriver. oui, puis je suis Alors, vraiment passée par des chemins de traverse qui n'avaient ouais. rien à voir avec mon rêve, mais je savais qu'il fallait qu'à un moment j'y arriverais, j'y croyais. Alors, ta propre définition de l'audace, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un peu ce que je viens de te dire, c'est-à-dire c'est oser, mais encore une fois dans la récurrence. Ouais, C'est-à-dire que l'audace, c'est de jamais se décourager d'oser. C'est de continuer à y croire. L'audace, c'est de croire à. Alors, je vais dire un truc qui a un peu enfoncé une porte ouverte, mais l'autre fois, je disais à ma fille, enfin, j'en parlais avec mon mari, je me disais, ils ont de la chance, nos enfants, parce qu'ils ont deux exemples de leurs parents qui sont allés, qui ouais, ont réussi à concrétiser leurs rêves. Et ouais. l'audace, c'est justement ne jamais croire que c'est impossible. Moi, encore une fois, j'avais aucun contact dans la télévision. Ouais. C'était les paillettes. Puis à l'époque, c'était quand même la grande période des animateurs. C'était des animateurs stars. Aujourd'hui, les choses ont quand même vraiment changé. La télé Ouais. fait un peu moins rêver, mais à l'époque, vraiment beaucoup plus. Et donc, il y avait finalement, on est tellement peu d'élus, c'est-à-dire il y a des millions de gens, des milliers de gens Ouais. qui veulent faire de la télévision, puis on est 10, 15, voilà. Et moi, on a beau me dire c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. L'audace, c'est de continuer à croire à son rêve un peu fou. Voilà. Et je trouve que c'est un message qu'il faut faire passer, c'est-à-dire que moi j'ai eu des tellement nombreux échecs, Ouais. tellement nombreuses fois où on m'a claqué la porte au nez, et on me disait toujours, va falloir. Ma mère me disait toujours, chérie, la télé, il faut quand même, on va d'abord trouver un métier sérieux, puis arrête de rêver, quoi. Comme le C'est ça. cinéma, comme la musique, comme ces métiers un peu artistiques qui paraissent lointains et trop lointains. Moi, je trouve que l'audace, c'est la persévérance et de jamais se laisser décourager quand on vous dit que c'est inaccessible. Très bien. Très belle définition de l'audace. Et c'est vrai que c'est très inspirant, notamment s'il y a des jeunes, je trouve, qui nous regardent parce qu'on a besoin de. Alors, une question de Céline, pardon. Faustine, as-tu fait des études en psychologie? Pas du tout. J'ai fait l'étude de la psychologie de la vie. Mais c'est vrai que je savais que je voulais faire des émissions de témoignages depuis toujours. Donc moi, j'ai été Ouais. biberonnée aux émissions de Jean-Luc Delarue, qui faisait beaucoup de psychologie sur son plateau. Et ça me passionnait. L'âme humaine me passionnait. Puis je suis une vraie fille, les histoires de vie, tout ça me passionnait. Donc on apprend sur le terrain. Après, ça fait quand même 4 ans que tous les jours, j'ai des psys sur mon plateau qui décortiquent voilà, les histoires de mes invités. Donc je commence à avoir des notions mais j'ai Oui. absolument pas fait Et des d'études dans ce. mécanismes. Et puis, Voilà, il des y a un mécanismes. grand attrait pour la nature humaine à la base.
surtout. Et à moi, voilà, la nature humaine m'a toujours passionnée. J'ai déjà fait une émission comme ça. J'avais fait une émission sur Europe 1 pendant 4 ans où j'écoutais également des auditeurs. Donc, ça fait mine de rien presque 8 ans que j'entends des gens qui me racontent leur vie. Je commence à saisir des trucs, des mécanismes psychologiques et ça me passionne. Je suis jamais rassasiée. Ça se voit d'ailleurs avec tes invités. Alors, tu as droit vous êtes une belle âme, Faustine. Vous êtes une belle personne. Et je transmets. Ça me touche. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai que tu as été très, très polyvalente parce que tu as été chroniqueuse dans des émissions de radio, tu as été chroniqueuse dans des émissions de télé, tu en as présenté, mais dans des secteurs aussi variés que la cuisine. Il y a eu Côté Vacances, je crois. J'ai fait les faits divers, j'ai fait du jeu. J'ai fait de la Call TV. J'ai fait tout en télévision, mais je savais où je voulais arriver. Et du coup, cette habilité, cette capacité d'adaptation, qu'en penses-tu dans une carrière et plus précisément dans ta carrière? L'habilité, c'est quelque chose que tu transmets à tes filles? L'adaptabilité, je trouve ça fondamental. Mais c'est mon psy qui me dit ça souvent en me disant, l'autre fois, je vous donne un exemple, mais moi, c'est ce que j'essaie d'apprendre à faire en ce moment, justement. Voilà. Oui. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé, je lui ai raccroché. Je ne suis pas une spécialiste non plus et il me dit toujours la vie, c'est s'adapter. Par exemple, quand je lui dis, je pars en week-end avec mes enfants, ça va être canon. Et il me dit, non, Faustine, vous partez en week-end avec vos enfants. On ne sait pas si ça va être canon, en fait. Vous ne savez pas. Mais vous allez vous adapter. Et peut-être que vous reviendrez en me disant que c'était formidable. Mais du coup, vous n'allez pas surinvestir les bonheurs à venir, vous allez juste vous adapter. Du coup, plus rien ne devient dramatique puisqu'en fait, je n'ai pas anticipé des bonheurs ou des malheurs, juste je m'adapte. En fait, tout ça revient à vivre au temps présent et c'est vraiment un truc que je trouve essentiel. Et moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait durant ma carrière, justement. Il y avait des émissions qui arrivaient, ce qui me permettait d'élargir mon cercle de compétences parce que quand on fait de la Call TV, quand on fait de la télé-réalité, on apprend des choses complètement différentes. Donc, je prenais sans me dire en permanence, c'est pas ce que je veux faire. Par contre, on parle d'audace. J'avais la conviction profonde qu'un jour, j'arriverais à faire une émission de témoignage à la télé comme je voulais le faire. Donc, je savais que je m'adaptais à ce qui arrivait puisque c'était sur le chemin de ce que je voulais, décrocher. Tu n'avais pas perdu de vue ton objectif et Jamais. Tu prenais ce qu'il y avait à apprendre sur le chemin. Parce que ça m'enrichissait, que toute expérience est bonne à prendre, y compris des échecs. Moi, j'ai animé une émission de télé-réalité. J'ai animé deux émissions de télé-réalité catastrophiques qui se sont complètement plantées en audience, où j'y m'est arrivé des galères. Mais quand je me suis retrouvée en direct, avec tout qui plantait, dans l'oreillette, il y avait ma productrice à l'époque qui me disait « Quand ça veut pas, ça veut pas ». Mais tout ça m'a extrêmement enrichie, formée et façonnée. Pour arriver au bon endroit au bon moment. Tout à fait. Et donc, le bon endroit, le bon moment, c'est aussi, ça commence aujourd'hui, où tu accueilles des personnalités inconnues qui vont raconter leurs épreuves, leur bonheur. Au départ, c'était un challenge, cette émission. C'était un challenge défi parce pour qu'en fait, toi. Plus personne n'y croyait, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une émission de pâtisserie, le meilleur pâtissier sur M6, et j'étais dans une situation en or. J'avais 20 ou 25 prime time par an, tout cartonnait. Et puis, mais moi, j'étais toujours dans mon idée que je ferais un jour une émission de témoignage. France 2 est venu me chercher pour me proposer cette émission-là, et il y a à peu près 99% des gens à qui j'ai demandé leur avis qui m'ont dit surtout, fais pas ça. Le témoignage, c'est mort, c'est fini. De la rue, l'époque, tout ça, c'est fini. Et puis moi, j'y ai cru. On était très peu à y croire, mais j'étais sûre que les gens avaient encore besoin de parler, comme on est en train de le faire là, que les gens avaient encore besoin de se confier. J'étais sûre d'être la bonne personne pour ça. Et donc, j'ai foncé. Mais en effet, on est parti de très bas, puisque personne ne m'attendait, en fait. Et j'ai essayé d'aller chercher les gens un par un. Mais on était entre la boîte de production, moi et France 2, on était peut-être 3 à croire que ça pouvait marcher. Alors que tout le monde me disait, mais t'es folle, t'as une place en or, t'es sur M6, tu fais une émission qui cartonne. Je pouvais avoir 5-6 ans encore devant moi de carton à manger des gâteaux tranquillou. Et j'ai choisi le risque, en fait. Mais tu as bien fait, visiblement, parce que quand je lis les commentaires, totalement accro et passionné par l'émission, ça commence aujourd'hui, tellement belle émission, bravo pour cette émission. Il y a une liste de commentaires là, c'est une vraie réussite. Mais c'est vrai que
je trouve que tu oses mettre en lumière des thèmes qui sont rares en télévision. Là, cette semaine, tu as fait une émission sur ils ont surmonté leur handicap avec des personnes proprement incroyables, très positives, inspirantes. Ouais. Et c'était une magnifique émission. Il y a eu aussi les violences conjugales. Pourquoi ces choix? Moi, je trouve qu'on est une mission de service public, c'est-à-dire que je me bats pour faire des sujets aussi dont on ne parle pas partout ou qui peuvent être tabous, où les gens ils vont un peu à reculons. J'ai la chance d'avoir une émission qui marche et comme l'émission marche, ça me donne de la liberté. Donc, par exemple, je me suis battue pendant des mois pour proposer une émission sur l'automutilation, que je trouve un sujet extrêmement important dont on ne parle pas. Et en tant que service public, je trouve qu'il faut absolument qu'on véhicule des messages et qu'on n'ait pas peur justement du handicap, de la différence. Et moi, je suis fondamentalement comme ça et j'ai l'impression d'avoir une mission de véhiculer ces valeurs-là. Après, quand on fait ces émissions, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un truc qui est très important pour moi, c'est que ça soit toujours positif. Oui. C'est-à-dire que c'est jamais ce que j'aime. Bah oui. Et c'est ce que les gens aiment. C'est pour ça que ça fonctionne aussi. Parce que c'est comment on dépasse les choses pour en faire une jolie chose, pour la vivre positivement. C'est ce que tu es venu témoigner à ce sujet avec tes talons hauts, ta gouaille et ton humour. Et c'est ça qui a plu évidemment aux gens. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est rassembler des gens à différents stades. C'est-à-dire que, par exemple, quand je fais des émissions sur le handicap, j'aime bien mettre par exemple, cette année, j'ai fait une émission, je me suis beaucoup battue aussi sur la paralysie. Enfin, je me suis beaucoup battue. J'ai vraiment milité parce que je trouvais ça formidable sur la paralysie cérébrale. Et j'avais 3 personnes sur mon... On va peut-être juste préciser ce que c'est pour ceux qui nous regardent. En fait, ce sont des personnes qui, au moment de... Enfin, ça peut être plein de raisons. Soit pendant la grossesse, ce sont des fœtus, des bébés qui, à un moment, vont manquer d'oxygène. Et donc, ils ont une partie de leur cerveau qui est paralysée, qui fait qu'en fait, ils ont des problèmes de coordination, mais surtout, ils ont toute leur tête, mais le corps ne répond pas comme il voudrait. Donc, quand vous les regardez, ils sont clairement handicapés, ils parlent d'une façon différente, ils ont des gestes un peu dans tous les sens, mais ils ont absolument toute leur tête et ils sont absolument brillants, en fait. Mais il y a ce handicap qu'ils ont réussi à dépasser. Et donc, sur mon plateau, ce que j'aimais, c'était recevoir certains de personnes porteurs de ce handicap, qui ont su le dépasser pour construire une vie. J'ai reçu un homme absolument formidable qui avait des enfants, une salle de gym, marié et solaire. Et à côté, j'avais une famille avec un bébé dans les bras et ils venaient d'apprendre aujourd'hui que leur enfant allait avoir ce handicap, mais ils ne savaient pas encore jusqu'à quel point. Et en fait, ils se sont regardés tous. À la fin, l'épouse est tombée dans les bras de cette maman, de cet enfant, en disant « Voir votre mari, voir à quel point il a avancé dans sa vie me donne l'énergie. » Et moi, quand il se passe ça sur mon plateau, c'est absolument magique. J'adore pouvoir aider ceux qui sont encore dans la difficulté en leur montrant des exemples d'autres qui ont su dépasser leur souffrance pour en faire quelque chose de positif. Et ça c'est vraiment une mission de cette émission. Oui. Et ça fait partie du parcours de soins, en fait, et du parcours qui te fait avancer. Et on revient à l'inspiration. Alors, nous, voilà, c'est l'audace chez les femmes, mais dans tous les cas, c'est toujours inspirant d'avoir… Et dans quelle mesure tu penses que les médias, alors le service public, ton émission, tu nous as déjà répondu, mais ont une influence, en fait, pour aider la société à changer de regard sur le handicap, sur la différence? On le fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émissions qui vont dans ce sens. Et je pense que la télévision, il y a beaucoup de… Enfin, contrairement à ce qu'on pense, tout à l'heure, je voyais une jeune femme qui disait « J'ai 15 ans et j'adore votre émission ». Il y a beaucoup de jeunes qui regardent encore la télévision. D'ailleurs, on s'en est rendu compte pendant le confinement. On croyait que la télévision était un média qui s'endormait au profit des nouvelles des nouveaux médias comme YouTube ou comme d'autres supports. Et on s'est aperçu pendant le confinement qu'en fait, les gens étaient encore en appétit de télévision. Ils avaient encore envie de ça. Quand je vois une jeune femme de 15 ans qui regardent, je me dis, bah voilà, moi, si je peux avoir des jeunes, en fait, comment dire, ils fonctionnent par mimétisme, en fait. C'est comme avec mes enfants. Si mes enfants me voient me comporter complètement normalement avec quelqu'un qui a un handicap, pour eux, ça ne leur posera pas de problème. Donc, je pense que la télévision a un vrai rôle d'éducation auprès des plus jeunes, de normalisation de la différence peut-être, et c'est ce qu'on essaie de faire. Et je pense qu'aujourd'hui, le service public proposait il y a encore quelques semaines une émission là avec justement avec Frédéric Lopez qui traitait du handicap. Ils font voilà plein d'autres formes de handicap comme le Téléthon. Enfin, je pense que le service public est à la hauteur de cette mission-là, et notamment aussi à travers Ça commence aujourd'hui. Toutes les télévisions devraient le faire, mais c'est un pari, c'est osé, ça fait peur la différence. Parfois, il y a des émissions où on se dit… Ça fait peur. Ouais.
Ouais, je mais privilège. Il y a des fois où finalement, je sais que les gens, pardon, excuse-moi, juste je vais au bout de ça, mais il y a des fois où parfois je sais qu'on va pas faire d'audience, que ça va pas marcher, mais on s'en fout parce qu'on pense que le message est beaucoup plus fort et que ce qu'on va proposer, on est tellement fiers de le faire qu'en fait on s'en fiche et qu'on se dit peut-être que la prochaine fois les gens ont moins peur et ils reviendront. bravo. Et en plus, je pense que, et c'est aussi ta force, tout dépend de la façon dont on présente. Si Ça on c'est vrai. présente des gens qui finalement bah, ont fait de leur différence, de leur handicap, une force et qui irradient, et vous êtes très fort pour ça, parce que je trouve que ça commence aujourd'hui, c'est probablement pour ça que ça fonctionne autant. Qu'on a un handicap, une différence ou pas, ça parle parce que ça inspire. Je Parce trouve que même. exactement, exactement, parce que ça inspire et ça nous élève en fait. Et comprendre l'autre, enfin, accepter l'autre, c'est d'abord le comprendre. Et nous, on essaye de comprendre. Enfin, là, bientôt, on va proposer une émission avec la famille d'Alexia Daval, qui a été assassinée par son mari présumé innocent pour le moment. Mais tu sais, on l'a vu beaucoup éploré. Il a joué les veufs éplorés. On a découvert plus tard que c'était lui qui était certainement à l'origine de la mort de sa femme. Et, euh, et pendant l'émission, on a essayé de comprendre aussi sa psychologie. Et en fait, même le pire, on essaie de le comprendre. Parce que accepter l'autre, c'est essayer de le comprendre, même dans l'innommable ou l'insupportable. Là, on va proposer une émission exceptionnelle que moi j'ai trouvé incroyable, sur peut-on surmonter la mort d'un enfant? Peut-on se remettre de la mort d'un enfant? On croit qu'on est dans voilà, on est dans l'innommable, on est dans l'insupportable. Et pourtant, vous allez voir que les invités que j'ai eu en plateau véhiculent un message d'espoir, de positif, de douceur. Ils sont solaires et ça va sourire sur ce plateau. Et il va se passer, on en sort avec un message d'espoir, le cœur rempli de lumière. Et là, je me dis qu'on est dans notre mission et moi, ça m'emporte complètement. Je parle Oui, beaucoup, hein, je j'imagine. suis chiante, hein. Non, mais c'est le but, Faustine. Non, bah J'ai moi, pas l'habitude que je, ce soit moi qui parle, mais alors j'ai non, l'impression mais d'être je bois trop tes lourde. paroles et je pense que les gens qui regardent, c'est pareil. Et du coup, c'est vrai que là, par exemple, c'est parfait pour ma prochaine question. C'est quand même, tu traites des thèmes lourds et t'absorbes forcément aussi les émotions, comment tu fais pour gérer émotionnellement tout ça? Oh, ben, je fais pas, parfois. Oui. Parfois, je suis hyper Oui, mal non, après. mais. Mm. Après, là, je commence à avoir, au bout de, ça va être ma quatrième année l'année prochaine, enfin, au bout de 3 ans révolus, je commence à savoir et à anticiper les émissions qui vont me bouleverser. Et du coup, à me mettre, pas une protection, parce que je suis vraiment en communion avec mes invités, mais à me préparer avant et à exorciser après. Avant, au début, je me prenais peut-être un peu de tout en pleine tronche. Là, maintenant, j'arrive d'ailleurs, avec ma productrice Stéphanie Guérin, qui est formidable, elle sait quand il y a un sujet qui va me bouleverser, donc elle m'y prépare avant, elle m'ambiance, elle me dit là, ça va être compliqué, et elle me prépare, et juste après, on essaie d'exorciser, d'en parler tout de suite après, tout de suite après. C'est très important. Après, j'ai aussi la chance d'avoir une vie très structurée, avec un mari aimant, des enfants. Vous savez, pour pouvoir écouter les autres, il faut aussi pouvoir, pendant l'heure, en tout cas l'heure d'échange avec mes invités, je m'oublie complètement. Et donc, c'est vrai que c'est très important pour moi que ça roule chez moi. J'arriverai pas du tout à me concentrer sur mes invités si on m'apprend que mon fils est tombé dans la cour de récré, qu'il est aux urgences. J'arriverai absolument pas à être à la disposition de ceux qui vont m'écouter. Donc, j'ai la chance d'avoir un mari qui travaille à la maison, une nounou formidable qui me permettent voilà, de pouvoir, au moment où je tourne, être complètement avec mes invités. Et pour ça, il faut que les choses roulent bien. Et puis après, surtout, quand je rentre à la maison, qui arrive à être une oreille attentive pour pouvoir un peu pleurer sur l'épaule de mon homme. Oui, oui. Donc c'est être totalement disponible pour tes invités, mais totalement disponible pour ta famille. Et cette séparation nette, finalement, vie professionnelle, vie personnelle, c'est par exemple un conseil que tu pourrais donner à d'autres femmes qui travaillent et est-ce que toi, ça t'a aidé en tout cas à gérer une carrière qui est quand même dense, hein. Je ne sais pas si je peux dire que je sépare ma vie professionnelle et ma vie. Après, je pense que le luxe d'une femme qui travaille, c'est de pouvoir justement gérer les deux. Et pour ça, il faut être épaulé et avoir la bonne personne. Oui. Surtout pour une femme, malheureusement. Mm. Parce qu'en effet, moi, j'ai 4 vies, pareil, comme toutes les femmes qui doivent nous regarder. C'est ça. Voilà, on rentre, on a déjà travaillé, on rentre, on doit être maman, après on doit être épouse, après on doit être quand même Mm. maîtresse de maison, et puis c'est reparti pour un tour. Ouais. Donc c'est lourd, mais comme absolument toutes les femmes.
j'ai la chance en effet d'être aidée par un mari présent et qui comprend aussi mon épanouissement professionnel oui c'est ça, et mon envie, aussi, voilà, mon investissement et mon envie viscérale de travailler. J'essaie de le transmettre à ma fille aussi, pour comprendre que quand je vais travailler, j'adore ça, et que oui, je peux être triste d'être séparée d'elle, mais heureuse d'aller travailler. Donc c'est une nuance que j'essaie de lui expliquer, qu'elle a le droit d'être heureuse sans moi et qu'on a le droit d'être heureux de se retrouver, mais qu'elle a le droit d'être heureuse d'aller à l'école et de quitter maman. Elle a le droit de ça aussi. Je suis partie très très loin de ta question, je m'en souviens même pas. Si, juste. Non, mais si, t'es dedans, je te rassure. Je suis dedans. Combiné, oui, je t'aurais remis dans le droit chemin, mais non. Je trouve que c'est un exercice de chaque instant de savoir combiner sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et c'est peut-être la plus grande ambition des femmes qui travaillent et qui sont passionnées par ce qu'elles font. Comme tout le monde, je tricote, et puis il y a des jours où c'est plus compliqué, comme tout le monde. Il y a des jours où je trouve que les épaules sont lourdes, mais j'ai la chance d'être quand même très privilégiée pour faire ce métier dans des conditions comme ça. Tant mieux. Mais ça se sent à l'antenne. Et est-ce que dans ta carrière, quel acte en fait audacieux a changé ta carrière? S'il y en a un. Il y en a plein. En fait, il y en a 3 au moins. Là, quand tu me parles ça de professionnel, il y en a 3. En effet, quand j'ai quitté M6 et le confort d'M6 pour aller sur France 2, quand j'ai quitté France 2 pour aller sur M6, parce qu'avant, j'étais sur le canapé de Michel Drucker, et je me souviens, on est venu me chercher pour faire une émission de télé-réalité sur M6, et à l'inverse finalement. Et j'ai appelé Michel Drucker et je lui ai dit, je suis quand même très très bien sur ce canapé depuis 5 ans, j'ai une place en or, mais la vie est faite de risques. Et donc je me suis dit, en fait, il faut savoir avancer. À un moment, il faut savoir laisser derrière soi ce qu'on a tant aimé pour pouvoir avancer et découvrir d'autres choses. C'est dur de quitter, hein. Choisir, c'est renoncer, et ça, je me le suis souvent dit. Et puis enfoncer des portes. Voilà, moi, je me souviens que, pour vous raconter, quand j'étais journaliste à Télé 7 jours, donc je voulais absolument faire de la télé, faire de la radio, mais j'avais aucun contact. Et donc, je me faisais passer, il y avait une émission de Jean-Marc Morandini sur Europe 1 le matin qui parlait des médias. Et il donnait la parole, il parlait, donc j'écoutais évidemment, parce que c'était ma passion, les médias. Et je me suis fait passer pour une auditrice. Et puis tous les matins, je laissais, il avait un télérépondeur où les gens pouvaient gueuler ou ronchonner ou dire à quel point ils avaient aimé tel ou tel programme. Et moi, je faisais des chroniques sur ce répondeur, très écrites, pour essayer de l'amuser. Et au fur et à mesure de l'avoir appelé, un jour il m'a fini par me demander de venir, et puis ça s'est bien passé. Puis finalement, il m'a embauchée comme chroniqueuse sur Europe 1, alors que je sortais de nulle part. Donc je me suis dit ce jour-là. Oui, c'était de l'audace, ça. C'était de l'audace. Bravo, effectivement. Et je crois que tu m'as dit 3 actes audacieux. Il y a ça, Michel Drucker, et quitter le M6 pour France 2. Voilà. En fait, à chaque fois que j'ai pris le risque de quitter quelque chose de très, très confortable pour se remettre en danger. En fait, je pense que le conseil de l'audace, être audacieux, c'est sortir en permanence de sa zone de confort. Et j'ai envie de vous le dire dans tous les domaines, en fait. C'est-à-dire moi, dans mon couple aussi, dans le domaine personnel, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Il faut savoir se brusquer. Il faut savoir un tout petit peu se challenger, se faire un petit peu violent, savoir envie encore un petit peu mieux, savoir se satisfaire aussi, mais toujours se remettre en question et toujours se bousculer. Moi, j'en suis à 7 ans de couple. Au bout de 7 ans, on a toujours la tentation de se faire une série dans les bras l'un de l'autre parce qu'on sait très bien comment ça marche. Mais non, il faut se dire, mais on va aller découvrir quelque chose ensemble, se projeter dans un projet, se remettre en danger, faire quelque chose à deux qui va rebousculer les choses. Et je pense que dans tous les domaines de la vie, il faut savoir se remettre en danger. Sinon, on n'avance pas, en fait. Donc, on est très confort, mais on ne prendra jamais le risque d'avancer, le risque de réussir. Tu es une vraie audacieuse, toi. Est-ce que tu as des femmes dans ta vie qui t'ont inspirée? Quelles sont-elles? Alors, quand j'étais petite, c'était Anne Sinclair, parce que déjà, j'adorais le rendez-vous qu'il y avait le dimanche soir, 7 sur 7, ses pulls en mohair, ses yeux qui transperçaient, sa voix grave, et puis son intelligence humaine, elle était ultra professionnelle et finalement, elle pouvait être cassante en ayant une extrême féminité, en étant absolument brillante. Je trouvais cette femme, et je continue à boire ses paroles. Je la voyais encore dans cet avou il y a quelques jours, et je me disais, c'est la femme que j'aimerais être. J'allais dire, voilà, c'est la femme que j'ambitionne de devenir, même si j'ai absolument pas son talent, mais néanmoins, elle m'inspire complètement. Puis il y avait une femme aussi que je trouvais très audacieuse et que je continue à trouver audacieuse, c'était Maïtena Birabin. Quand elle est arrivée dans les maternelles, elle a cassé les codes. Elle était un peu barrée, elle osait dire des choses, elle osait être familière, elle osait être comme elle est.
Et elle m'a donné un exemple de, voilà, j'aime beaucoup les femmes qui assument qui elles sont, aussi dans leurs travers et leurs failles. En télévision, pendant des années, les femmes étaient très, comme sur des chaînes info américaines, très lissées, parfaites, bien lookées, bien comme il faut, avec le décolleté, mais pas trop, la jupe, mais pas trop, les talons, mais pas trop. Et un jour, il y a eu des femmes comme Christine Bravo, comme Maïté Nabir-Rabin, comme Agathe Le Caron aujourd'hui dans les maternelles aussi, qui ont décidé d'être comme elles étaient. Et donc parfois la tête en vrac, triste, leur chagrin, voilà, et audacieuses dans leur vérité. Et ces femmes-là, qui sont un peu ce qu'on appelle des girls next door, ça pourrait être notre voisine de palier, parce qu'elle aussi, elle a des problèmes de cœur, elle aussi, elle vit, quoi. Et ces femmes-là à la télévision, quand elles sont arrivées, moi, elles m'ont emportée par voilà, par leur humanité et leur simplicité. Des femmes authentiques, hein. Exactement. Et qui s'assument. Qui s'assument bien, mal, moche, mal lunées, fatiguées, juste des femmes quotidiennes et qui sont à l'image que toutes celles qui nous regardent en fait. C'est ça. Et est-ce que tu penses que dans le journalisme, dans quelle mesure en fait le statut de femme est un frein ou un atout s'il a un impact? Ou alors c'est une question d'individu? Être une femme est un atout ou un frein? Je pense que c'est une question un peu obsolète, je vais te dire la vérité. Tant mieux. Ouais, je trouve qu'on se pose moins en moins la question, enfin en tout cas sur le service public, je trouve que le service public a vraiment le mérite, enfin pas le mérite d'ailleurs, je ne dois même pas dire ça, n'a jamais hésité et met des femmes depuis toujours à des postes fondamentaux, qui présente le journal de 20 heures, une femme, sur France 3 ça faisait des années que ça le fait, toutes les après-midi de France 2 sont incarnées par des femmes, que ce soit moi, Daphné Burki, Sophie Davant, depuis des années, des grands piliers du service public sont des femmes et je trouve qu'aujourd'hui c'est voilà, la femme plante à la télévision, on a fini cette ère-là. Aujourd'hui, les femmes ont investi tous les corps de métier. Il y a des femmes, moi, notre émission, c'est une productrice, c'est une réalisatrice, ce sont des assistantes réalisateurs femmes, et les femmes, il y a des caméramans femmes, évidemment. Les femmes ont investi tous les corps de métier et je pense qu'aujourd'hui, ça n'est ni un atout, ni un frein. Je pense qu'aujourd'hui, mais je suis peut-être naïve, mais on est arrivé à un moment où quand même la compétence, c'est ce qui compte, au-delà du genre. Ouais, c'est une excellente nouvelle. Alors, bon, il y a encore. J'imagine que voilà, je sais qu'il y a du harcèlement, je sais qu'il y a des trucs. Voilà, je sais qu'il y a tout ça, je ne suis pas naïve. Néanmoins, je trouve que la question se pose de moins en moins. Voilà, on va nuancer. Tant mieux. Non, mais après, alors, il y a beaucoup de questions et puis surtout énormément de compliments sur l'émission. Oser, c'est le secret. Bravo à toi, Faustine. Alors, je regarde les questions. Ouais, regarde, meilleure émission du monde, hein, quand même, 5 points d'exclamation. Ah, quand même, c'est ça? Oui, magnifique animatrice. Oui, vous l'animez tellement bien, merveilleusement bien. Et une personne qui dit merveilleux souvenir d'être venue dans votre émission. Alors, hop. Alors, Faustine, est-ce que c'est toi qui produis l'émission? Ça commence aujourd'hui. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a une productrice formidable, Stéphanie Guérin, et toute une équipe derrière. Il y a des dizaines de journalistes qui travaillent sur cette émission. Donc non, moi et d'ailleurs je pourrais pas et je suis pas tellement mon tempérament moi en plus. Vous savez, je suis pas une entrepreneuse en fait. On peut être audacieuse sans être entrepreneuse. Moi j'adore. Évidemment. Ouais, évidemment. On peut exactement. Être audacieux, c'est pas forcément monter sa société. Non, c'est aussi être une bonne. Enfin voilà, moi je suis salariée. J'aime ça, j'aime développer les idées des autres, j'aime la hiérarchie, j'aime qu'on me conseille, voilà, et ça m'empêche pas d'être audacieux. Mais tu sais, la fondatrice d'Air Woman, Frédéric, dit toujours, non mais en ce moment, il faut être entrepreneur, sinon on n'est rien. C'est infernal, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Mais c'est totalement vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai pas une âme d'entrepreneuse et ça me va très bien. Alors, Émilie qui dit, j'adore votre émission, mes ados regardent votre émission. Ma nièce Lucie, d'ailleurs, elle doit être en train de nous regarder. Je lui dis bonjour. Il y a beaucoup d'ados qui regardent l'émission, c'est très étonnant. Mais c'est chouette, je trouve, pour le fait, la différence, en fait, que ça relaie l'acceptation de la différence. Et bravo pour votre philosophie, ça c'est Frédéric. J'adore l'audace et la détermination de Faustine. En fait, il n'y a même pas tant de questions, c'est surtout énorme. Alors attends, moi je Camille, vas-y. Juste, est-ce que je trouve ça important, est-ce que vous pouvez faire une émission sur les personnes qui entourent les personnes en dépression grave?
Et c'est vrai que c'est une maladie qui est encore très taboue et pour les proches, c'est Sur extrêmement les compliqué. aidants, oui, alors on fait beaucoup d'émissions. En fait, on ne fait pas des émissions particulièrement sur la dépression, mais la plupart de nos invités dans les sujets qu'on choisit Oui, racontent leur dépression. Mais donner la parole à des aidants, oui. Alors après, je vais dire la vérité, c'est que c'est une émission euh, un peu moins de psy que d'histoire de vie. C'est-à-dire que la psychologie est mêlée à une histoire de vie. Les gens ont envie, surtout dans notre émission, qu'on leur raconte des histoires de vie. Et au milieu, il y a la dépression, il y a la résilience, il y a toutes ces notions de psychologie que vous avez l'air de suivre tous. Mais une émission entière, enfin, quand on raconte le deuil, on raconte des histoires de vie avec des deuils, et au milieu, on distille ça de voilà les aidants, et on parle de tous ces sujets-là. Mais c'est avant tout voilà, des histoires qu'on écoute, comme un film, et au milieu, il y a une réflexion autour de ça. Et en fait, tu as plein de gens qui te demandent des sujets d'émission Ouais, sur le bah, tout le temps. Alors racisme. ça, j'en reçois Ouais, 20, donc, du 30 coup, par jour. voilà. Et j'avais également moi, envie de savoir, est-ce que tu as un ou plusieurs conseils audacieux à donner ou qui Euh, t'ont servi dans ta vie? alors, c'est un peu kitsch. En fait, un jour, je vais vous raconter l'anecdote. Un jour, j'allais faire un prime, j'étais encore une fois, il y a 20 ans. J'allais faire un prime avec Patrick Sébastien, en direct. C'est quand même un peu stressant, Oui, parce que vous êtes chroniqueuse oui, télé, vous débarquez en direct avec un monstre comme Patrick Sébastien. Autant vous dire que vous n'en menez pas large. Et juste avant de commencer l'antenne, on était vraiment à 5 minutes de l'antenne, il a pris mes fiches et il les a balancées comme ça. Et moi, non. j'étais en panique absolue, je ne savais plus rien. Il m'a dit, t'as travaillé, tu sais tout. Je lui ai dit, non mais attends, en fait, je vais te tuer, je ne sais plus rien. Et il m'a dit, mais en fait, là, je vais te montrer ce que c'est que faire de la télé. Faire de la télé, c'est être vrai. Il m'a dit, tu vas peut-être te planter dans la date, on s'en fout. Tu vas peut-être dire un mot à côté, on s'en fout. Tu seras peut-être un peu trop familière, mais tu seras toi. Et après, ça passe ou ça casse, mais les gens vont t'aimer parce que t'es toi, y compris avec tes dérapages, y compris avec voilà, tes élans de familiarité ou d'humour ou de larmes, parce que moi, on me voit souvent pleurer à la télé, mais tu seras toi, tu tricheras pas. Et d'ailleurs, on t'aimera parce que tu ne tricheras pas. C'est peut-être le plus bel, vraiment un des plus beaux conseils qu'on ait pu me donner dans ma vie. Et en effet, j'ai fait cette émission naturellement, j'avais tout dans la tête, il avait raison, et j'ai dérapé. De temps en temps, on se plante, mais c'est ce qui faisait le charme de Oui, tout. Et aujourd'hui, c'est dans Ça ça. commence aujourd'hui, j'ai appris justement à m'écouter et à être moi. J'ai envie de pleurer, je pleure. J'ai envie de me marrer. Il y a un invité qui m'énerve, je le dis. Enfin, c'est rare, mais je le dis, je l'exprime. Je pose des questions que tout le monde se pose. Et c'est ce qui fait je pense, qu'il y a une authenticité peut-être que les gens C'est ressentent. certain, Et du coup, ils se reconnaissent parce qu'ils se disent, elle est comme nous et elle est normale. Et c'est ça que les gens ont envie aujourd'hui, de cette proximité-là. bien sûr, Donc, un bien conseil sûr. d'audace, c'est suivre son intuition. En fait, je ne crois pas qu'on n'ait pas tous une petite voix sur l'épaule qui nous parle. Il faut savoir l'écouter. Mais n'importe quelle décision que vous avez à prendre dans la vie, il y a une intuition. Il y a un truc dans le ventre qui vous dit, je ne sais pas pourquoi, c'est l'opposé que j'ai envie de faire. Tout le monde me dit de faire A, j'ai envie de faire B. Cette petite voix, je pense qu'il faut savoir l'écouter. Mais c'est une lutte, hein, parce que parfois, elle dit exactement ce qu'on n'a pas envie d'entendre, en fait. Elle nous demande d'avoir du courage alors qu'on n'a pas envie d'en avoir. Elle nous demande d'être audacieuse, elle nous demande de faire un effort physique alors qu'on n'a pas envie. Et il y a cette petite voix. Et cette petite voix, ça, c'est l'audace, c'est de savoir s'écouter soi, parce que je pense que cette petite voix, elle a toujours raison. Oui, c'est très vrai. Ça implique aussi de bien se connaître. Bah oui, Pour, c'est ça. et Alors moi, j'en suis à je sais pas combien d'années de thérapie, les gars, donc il faut s'y mettre. ça aide. C'est un bon conseil aussi, parfois. Ouais, Voilà, ouais. la C'est un thérapie, bon ça, conseil, mais en effet, ah, je peux moi je donner trouve, ça. hein, ma Ouais, tout le psychothérapie monde m'a en fait un fait. bien fou. Oui, En fait, tout le monde devrait faire un thérapie parce qu'en fait, c'est un voyage avec soi-même. Il ne faut pas attendre bien d'être sûr. mal pour aller voir un thérapeute. Un Non, thérapeute, c'est juste quelqu'un qui va vous aider à vous trouver dans le labyrinthe de vos propres cheminements, de vos propres vies. Et moi, je vois un psy, parfois je suis hyper de bonne humeur, j'arrive, je lui dis, j'ai aucun problème. Il me dit, bah, super, on parle, en fait, on parle. Et on explore mon âme à moi. Et ça me permet en effet d'être plus à l'écoute. Et ça, c'est un avantage de vieillir. Moi qui ai tellement peur de vieillir, en vieillissant, on arrive à s'écouter et à se connaître. J'invite tout le monde qui nous regarde à faire des thérapies. Quelqu'un me dit Mathilde a dit quel genre de thérapie? Moi, je déteste parler toute seule. Alors, le côté, je m'allonge, je parle, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'ai un psy, tout simplement, que je trouve brillant. Moi, j'ai besoin d'admirer. Donc, et qui m'élève, en fait, qui me fait me poser des questions, qui m'élève, qui me donne même des livres à lire, des films à regarder et qui me fait m'interroger. Et c'est quelqu'un que je trouve, moi, inspirant. Parce qu'en fait, il faut s'entourer de gens inspirants. Moi, j'arrête pas de parler là. Je te fais juste un truc, un conseil aussi, s'entourer de gens qui ont cette liberté. Moi, mes amis autour de moi, je les trouve inspirants parce qu'ils sont ce qu'on appelle libres. Donc, oui, ils n'ont rien à foutre du regard des autres.
Et moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis pétrifiée qu'on me juge. Je suis pétrifiée du regard des autres. Donc, un conseil dans l'audace, c'est aussi de s'inspirer des gens qui ont l'audace qu'on n'a peut-être pas toujours. Ouais, bah, c'est aussi ce qu'on promeut chez Dare Woman. Alors, tu as Aurélie qui demande ton prochain acte audacieux, votre prochain acte audacieux Alors, mon prochain acte ou projet audacieux, audacieux. j'aimerais écrire un livre, mais en fait, je suis pétrifiée à l'idée de le faire depuis des années. Déjà parce que je vis avec quelqu'un qui en a vendu plus de 7 millions, donc c'est compliqué. Mais, mais, Ça met un peu la pression. mais aussi parce que j'ai pas du tout confiance en moi et je me demande en permanence qu'est-ce que ça va intéresser. Et aujourd'hui, j'arrive à un âge où j'ai quand même envie de transmettre, enfin pas de transmettre des choses, mais il y a des choses où je me dis ça pourrait peut-être intéresser. Ouais. Mais ça demande de l'audace et de l'assurance que de dire que vous allez pouvoir être lu. Enfin, moi, j'ai pas confiance en moi. Je me dis ça n'aura forcément aucun intérêt. Et peut-être que aller au bout de ce projet-là, ça fait 10 ans que j'en ai envie. Aller au bout de ce projet-là, trouver un sujet où je me dis peu importe si c'est pas passionnant, si c'est pas merveilleusement bien écrit, mais ça vient du ventre. Aller au bout de ça, ça sera peut-être ma prochaine audace. Et puis peut-être que ne serait-ce que prendre du plaisir à écrire, ça fait un bien fou. Bien sûr. Donc, le premier truc, c'est pour toi. Il y a quelqu'un qui dit, ça je voudrais le dire, il y a quelqu'un qui dit, on dirait pas que vous n'avez pas confiance en vous. Mais alors attendez, vraiment, et je le dis pour tous ceux qui n'ont pas confiance en eux, moi je suis la plus grande timide du monde, je suis angoissée terriblement, je suis la fille la plus complexée du monde. Et justement, j'essaie d'écouter ma petite voix qui me dit de le dépasser et qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Et dans mon métier, j'essaie de transcender ça. Mais si, on peut avoir absolument pas confiance en soi et se mettre devant un écran, devant des millions de gens, quoi. C'est possible. Donc, c'est paradoxal, mais voilà. Et il y a plein de gens qui me disent de foncer pour écrire mon livre et qui vont le réserver. Oui, Ça, c'est oui, sympa. oui. Bah, ils ont raison. Et là, c'est des bons conseils, tu vois. Alors, Bon j'ai conseil. vu un très joli commentaire, pardon, je trouve. Élodie, j'ai opéré ma renaissance sur le plateau de CCA. Ça commence aujourd'hui. Le boom, point d'exclamation. Et alors, on peut finir là-dessus. As-tu encore des rêves que tu souhaiterais réaliser? T'as un 20 minutes devant toi ou pas? Non. Ah oui, oui, on a largement le temps. C'est toi qui nous dis stop. Il y a un rêve que j'ai. Alors, concret, alors psychologiquement, il y a deux trucs. Psychologiquement et après concrètement. Psychologiquement, j'aimerais arriver à vivre dans le présent. Je suis une très grande nostalgique du passé. Je suis une très grande angoissée du temps qui passe et une très grande angoissée de l'avenir. J'aimerais réussir à vieillir sereinement. Voilà, à vieillir en acceptant de vieillir et de pas sans arrêt regretter quand mes enfants étaient petits ou anticiper plus tard. Voilà, réussir à me ramasser pour vivre dans le présent. C'est peut-être, on devrait tous réussir à faire ça. Mais ça, c'est vraiment un de mes rêves et une ambition. Trouver la sérénité aussi, parce que je pense que je suis quelqu'un de très angoissé. Après, concrètement, je suis une grande voyageuse. J'adore voyager, c'est ma passion. Je l'ai découvert assez tard et j'aimerais pas faire un tour du monde, mais aller dans tous les pays qui m'attirent, prendre le temps de ça, voyager en famille. Voilà, j'ai un appétit de voyage. Mais là, on sort de 3 mois de confinement, les gars. J'avais prévu un énorme road trip cet été aux États-Unis. Autant vous dire que voilà, donc je vais pas pouvoir le faire. Donc autant vous dire que là, c'est parti remise. Voilà, vous me posez la question alors que je suis en frustration. Totale. En frustration de voyage. Donc, voilà, aller dans tous les pays, aller dans tous les pays qui m'attirent pour aller à la rencontre, même pas du pays d'ailleurs, mais des différentes cultures, de la différence justement qui vous élève. Bah, écoute, en tout cas, c'était un très très beau Dare Chat, je trouve. Alors, je finis par nous vous aimons pour ce que vous êtes, Faustine, et clairement, n'oubliez jamais la personne exceptionnelle que vous êtes. Je souhaite vous dire merci pour votre gentillesse, votre compassion envers les personnes que vous recevez. Vous êtes une superbe personne. Tu vois, ça, la confiance en soi, ça nourrit aussi tous ces commentaires tellement belles. Bah, vous voyez, parfois, il y a des déclics. Quand je vois des gens qui disent, mais oui, vous pouvez écrire et tout, voilà, moi qui suis encore une fois pas sûre de moi, je me dis, peut-être que ça va être mon coup de boost ce soir et que. Oui, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Et puis, tu nous feras le plaisir de venir nous parler de ton livre. Promis. Et puis après tout ce qu'on s'est dit sur le handicap, sur la différence, et puis moi j'adore ta façon en fait
de voir les choses et puis de casser les codes là-dessus, de faire bouger la société là-dessus. Je pense que c'est le moment idéal pour annoncer que c'est la naissance en fait de Dare Women Handicap, dont je vais prendre la présidence puisque j'ai moi-même une sclérose en plaques. Voilà, et qui est destinée en fait à faire briller, à mettre en lumière les femmes qui ont un handicap, à les accompagner sur le chemin de l'audace, parce qu'avec une maladie chronique, un handicap, on n'a pas toujours l'audace qu'on aimerait développer. Donc voilà, donc ça me paraît. C'est formidable. Et je tiens à dire, quand on parle de femmes inspirantes, Charlotte, que tu l'es aussi, parce que on a fait 2 interviews ensemble et j'ai été très émue en fait d'un moment qu'on a passé ensemble et qui sera diffusé bientôt. Où on était assises toutes les deux et t'es solaire, t'es souriante, t'es enjouée, t'es drôle, tu mets des mots aussi sur des tabous puisque tu parles de sexualité, tout ça. Et à un moment, tu m'as dit que c'était difficile parce que ce handicap ne se voyait pas et tu m'as expliqué qu'en fait, après avoir fait cette interview qui n'était pas très physique, mais que tu allais avoir voilà, un vrai temps de récupération derrière, que tu allais être épuisée. Et j'ai mesuré au moment où tu m'as expliqué l'effort que ça te demandait à quel point le handicap invisible était quelque chose d'extrêmement difficile, d'avoir à se justifier en permanence de sa fragilité et même du regard qui juge des gens qui disent « Bon, dis donc, t'es pas très handicapé, toi. » Alors que toi, tu as quelque part… C'est ça aussi, oui. Ouais, et du coup, j'ai fait raison. Voilà, et donc je voudrais te rendre hommage parce que tu fais partie de ces femmes libres qui ont décidé que leur handicap n'allait pas guider leur vie, mais que c'était toi qui allais choisir. Et voilà, et moi, ça m'inspire beaucoup, ta force, ton courage, ton énergie. Merci beaucoup, là, je suis très touchée. Hyper émue. Et alors, je crois que j'ai osé te demander en direct, est-ce que tu veux bien être la marraine de Dare Women Handicap? Oh bah, parce que moi, c'est pareil, je t'admire totalement, j'adore. Ah bah super, on va changer la société ensemble. Génial. Tu sais quoi, ça fait du bien de se dire qu'on s'admire. Avec plaisir, je ferai ce que tu veux, évidemment. Et merci. 1 million de merci là. Bon, ça y est, là, je suis enthousiasmée pour toute la soirée. Bon, tu me demandes, ça fait une heureuse. Et tous ceux qui suivent, j'invite à ce qui t'encourage et qui te porte. Et on a beaucoup de personnes porteurs de handicap qui nous regardent là à l'instant et qui nous regardent aussi dans nos activités respectives. Et on les encourage et on leur dit qu'ils ne sont pas seuls. Exactement. Et beaucoup de personnes jeunes aussi, et j'en profite, regarder avec bienveillance, avec curiosité les personnes qui ont un handicap, qui ont une différence, parce que ça vous enrichira aussi. Voilà. Exactement. Bon, Faustine, 1 million de merci pour ce moment, c'était passionnant. Merci à vous tous. Vous m'avez boosté aussi top. Et je vous adore et merci. Je vois qu'il y a plein de gens que je connais, hein, tu as vu, qui nous ont rejoints. Il y a Isabelle, il y a plein de gens, j'ai vu passer plein de copains, tu vois. Ah bah écoute, tant mieux, c'est chouette, hein. C'est chouette. Ouais, non, mais je pense que là, tu vois, Élodie, j'achète déjà le livre. Ah, c'est super. Bon, il n'y a plus qu'à l'écrire. Je vous embrasse très fort en tout cas. Et merci infiniment pour votre gentillesse. Ah bah c'est toi, merci. Au revoir. Au revoir à tous.